Rebonjour chers étudiants et donc bienvenue dans ces rappels sur les transferts thermiques. Et nous commençons tout de suite avec l'aspect microscopique de la température. Donc l'énergie thermique accumulée par un corps est due à l'agitation des atomes ou molécules qui le composent. Définition. Un transfert thermique, c'est un échange de chaleur d'un corps chaud vers un corps froid. Cet échange spontané ne se fait que dans ce sens-là. Donc dans le sens chaud vers froid. Il est irréversible. Il peut se faire que dans ce sens-là, pas dans l'autre sens. Il se fait jusqu'à l'équilibre des températures. Alors, autre définition, le flux thermique, PTH. Flux thermique ou puissance thermique, c'est une puissance en watts de l'échange d'énergie Q, qui est en joules, entre les deux corps. Comme toujours, la puissance est l'énergie échangée par unité de temps. Donc la puissance thermique ou le flux thermique, c'est l'énergie par unité de temps, Q sur delta T. Alors, relation entre énergie et puissance. De manière générale, il faut se rappeler qu'une puissance est un débit d'énergie. Une puissance de 1 watt correspond à un échange d'énergie de 1 joule chaque seconde. Ok. On définit alors aussi la résistance thermique, RTH, résistance thermique. C'est le facteur de proportionnalité entre la différence de température ΔT, qui est égale à la température du corps chaud moins la température du corps froid, qui est positive, TC moins TF, entre les deux corps, et le flux thermique PTH. D'accord? Donc, on peut écrire ça dans ce sens-ci. Delta T, c'est le produit de RTH fois PTH, ou encore RTH, c'est delta T divisé par PTH. Ok, donc la résistance thermique, en Kelvin par watt, d'une paroi, a pour expression RTH est égal à E divisé par lambda S. Avec lambda qui est la conductivité thermique de la paroi en watts par mètre par Kelvin, Kelvin ou Kelvin, comme vous voulez, hein, c'était un hollandais, donc moi je dis Kelvin. E, c'est l'épaisseur de la paroi en mètres, et S, c'est la surface de la paroi en mètres carrés. Remarquez la similitude avec la loi d'Ohm. Ici, on a delta T est égal à la puissance thermique fois la résistance thermique. Dans la loi d'Ohm, on avait U, c'est égal à R fois I. U est une différence de potentiel qui provoque un flux de charge. Ok, dans la loi d'Ohm. Ici, delta T est une différence de température qui produit un flux d'énergie thermique, PTH. Ok? On voit bien l'analogie? C'est bien. C'est juste un petit moyen pour que vous le reteniez de façon plus facile. Ok, on continue. Alors, les modes de transfert thermique sont au nombre de 3, grosso modo. On a la conduction thermique, qui est un transfert de proche en proche. L'agitation des atomes de l'objet chaud est transmise par choc à l'objet froid. Ce mode de transfert a lieu principalement entre deux solides en contact. Ok? Lorsque vous faites chauffer de l'eau dans un poêlon, eh bien la conduction, c'est la chaleur qui se transmet du poêlon à votre main qui tient le manche du poêlon si vous le tenez. La convection maintenant. La convection a lieu uniquement dans les fluides. Les différences de densité dues aux différences de température provoquent des mouvements macroscopiques dans le fluide. Ces mouvements tendent à homogénéiser la température en mélangeant le fluide froid avec le fluide chaud. Donc dans le cas de l'eau qui est dans le poêlon, la convection c'est le mouvement de l'eau, d'accord, dans le poêlon lorsqu'il est chauffé par le bas, d'accord, il y a des mouvements vers le haut, puis qui fait des boucles, ça redescend, etc. C'est de la convection. Le rayonnement, tout corps à une température supérieure à 0 Kelvin émet un rayonnement électromagnétique. Ça vient de la première S déjà, on l'a vu avec la loi de Wien. L'absorption de ces radiations par un autre corps pourra provoquer une élévation de sa température. C'est par ce mode de transfert que le Soleil communique une partie de sa chaleur à la Terre. De nouveau, dans le cas de mon poêlon sur le feu, si je mets vraiment le poêlon sur un feu, un feu de bois, eh bien le rayonnement, d'accord, c'est le rayonnement, eh bien c'est les radiations qui sont émises par le feu lui-même. Voilà. Alors, on continue alors avec l'énergie interne. Dans un système fermé, il n'y a aucun échange de matière avec l'extérieur. Ça pourrait être pris comme une définition. D'accord? Système fermé, ça veut dire pas d'échange de matière avec l'extérieur. Dans ce cas,
l'énergie interne U du système est la somme des énergies microscopiques, cinétiques de ces particules, c'est-à-dire l'agitation des atomes, et des énergies potentielles d'interaction, c'est-à-dire les énergies de liaison entre atomes, molécules, ions, au sein des noyaux, et les énergies de masse. L'énergie interne est très difficile à quantifier dans sa globalité. On ne s'intéresse qu'à ses variations, donc delta U. Attention, ne confondez pas cette fois-ci U, qui est l'énergie interne, avec U, l'autre U qu'on a vu à la page d'avant, qui signifie une différence de potentiel. Alors, augmentation de température d'un système condensé. Qu'est-ce qu'un système condensé tout d'abord? Eh bien, un système condensé, c'est un système composé exclusivement de solides et ou de liquides, c'est-à-dire ce ne sont pas des gaz. Lorsqu'un système condensé est chauffé sans changement d'état, son énergie interne augmente. Donc delta U est égal à C fois delta T. Il y a une énergie interne qui augmente avec la température, et le coefficient de proportionnalité C, c'est ce qu'on appelle la capacité thermique ou encore capacité calorifique, qui s'exprime donc en joules par Kelvin. D'accord? On a bien des joules par Kelvin, fois des Kelvins, ça donne des joules. Ok. Cette capacité thermique ou calorifique, elle est souvent exprimée par le produit M fois C, où M est la masse du système, en kilogrammes, et C est alors sa capacité calorifique massique, qui va donc s'exprimer cette fois-ci en joules par kilogramme par Kelvin, unité du système international. Alors, remarque, il faudra faire attention, la capacité calorifique massique n'est pas toujours exprimée en unité SI. Il faudra donc y faire grande attention dans les calculs. Voilà. Et puis, pour finir avec ça, un petit rappel ici. On rappelle qu'une variation de X Kelvin est égale à une variation de X degrés Celsius. Donc des Kelvin et des degrés Celsius, c'est pas la même chose, mais quand on exprime une différence ou une variation de ces Kelvin, c'est égal alors à une variation de degrés Celsius. Ok, qu'avons-nous après? Alors, on a un petit exemple d'augmentation de la température de l'eau sans changement d'état. Donc l'eau liquide a une capacité calorifique massique de 4,2 joules par gramme par Kelvin. Donc vous voyez, c'est un cas où ce n'est pas exprimé ici dans le système international. Considérons 1 litre d'eau que l'on souhaite faire passer de 20 degrés Celsius à 80 degrés Celsius. La capacité thermique vaut ici M fois C, c'est-à-dire 4,2 fois 1000, ce qui fait 4,2 kJ par Kelvin, car 1 litre d'eau pèse environ 1000 grammes, d'accord? Donc c'est pour ça qu'ici on aura le fois 1000. Et une augmentation de 60 degrés Celsius est également une augmentation de 60 Kelvin. Donc delta U, qui sera égal à C fois delta T, sera égal à 4,2 ici kilojoules par Kelvin fois 60 Kelvin, ce qui fera 252 kilojoules. D'accord? On n'a pas remis le fois 1000 ici, parce qu'on l'a gardé ici directement des kilos dans les unités. Ok, quels sont les signes des échanges d'énergie alors? Eh bien, comme toujours, on va utiliser la convention dite la convention du banquier. Facile à retenir. Une énergie perdue par le système est comptée négativement. Une énergie gagnée par le système est comptée positivement. Donc quand le système gagne de l'énergie, c'est plus, quand le système en perd, c'est moins. Alors, les changements d'état maintenant. Un corps peut aussi changer de température, mais pour changer d'une certaine température à une autre, il peut changer d'état. Il peut, par exemple, passer d'état solide à liquide, liquide à gazeux, etc. Donc lorsqu'un corps pur change d'état, sa température au moment du changement d'état, sa température reste constante au cours de la totalité de ce changement d'état. Et l'énergie échangée au cours de ce changement d'état dépend de la masse du corps pur, considéré, M, et de la chaleur latente, L, de ce corps pur pour le changement d'état considéré. Ça peut être une liquéfaction, une solidification, une ébullition, une condensation, bref, l'énergie échangée, c'est la masse, fois la chaleur latente de ce corps pur. Ok, quelques valeurs pour la chaleur latente de fusion et d'ébullition de l'eau.
La chaleur latente de fusion de l'eau, c'est 334 joules par gramme. La chaleur latente d'ébullition, c'est 2257 joules par gramme. C'est pas pareil. D'accord? Donc faire passer de l'eau de l'état solide à liquide, faire passer de l'eau de l'état liquide à vapeur, ça demandera pas du tout les mêmes énergies, puisque les chaleurs latentes sont tout à fait différentes. Ok. Donc si je veux passer d'un gramme de glace, qui est à 0 degré Celsius, à 1 gramme d'eau liquide à 0 degré Celsius, eh bien je vais évidemment utiliser la chaleur latente de fusion. Passage solide-liquide. Donc ça va être E est égal à M fois L. Comme j'ai 1 gramme fois 334 joules par gramme, ça me fera 334 joules. Dans l'autre sens, si je passe maintenant de l'état liquide à l'état solide, eh bien, le système va perdre de l'énergie, donc il y aura un moins. Ok. Que se passe-t-il alors quand je passe d'un gramme d'eau liquide à 100 degrés Celsius à 1 gramme de vapeur à 100 degrés Celsius? Donc, durant ce changement d'état, la température ne bouge pas, on le voit bien ici, c'est 100 degrés Celsius de part et d'autre. Eh bien, lorsque je change pour 1 gramme, ça va être égal à la masse fois la chaleur latente d'ébullition, donc ce sera 1 gramme fois 2257 joules par gramme, ce qui nous fait 2257 joules. Dans l'autre sens, de niveau, là, le système va perdre de l'énergie, et donc ce sera moins 2257 joules. Voilà pour les changements d'état. Alors, enfin, sur cette page, on va voir le bilan énergétique. Quelques généralités d'abord. Un bilan d'énergie, c'est un inventaire des différentes énergies qui entrent et ou qui sortent du système, sous forme de chaleur, Q, ou de travail, W. Remarque, un apport d'énergie électrique est considéré comme un travail, car il s'agit du mouvement d'électrons. Alors, chose très importante, comme il y a toujours conservation de l'énergie, on peut écrire que la variation d'énergie interne, c'est la somme des travaux reçus, plus la somme des chaleurs reçues, moins la somme des travaux cédés, moins la somme des chaleurs cédées. Exemple pour un moteur thermique, eh bien on a un moteur ici, d'accord? On va avoir une chaleur reçue qui vient de la combustion essence, on va avoir une chaleur cédée dans l'environnement, et enfin, ici, on va avoir un travail cédé, d'accord, qui va se transmettre par la boîte de vitesse. Si le moteur est en régime stationnaire, c'est-à-dire si sa température n'augmente plus, alors la variation d'énergie interne est égale à 0. Et donc, ici, si on regarde la somme des énergies reçues moins la somme des énergies cédées, QR moins QC moins WC devrait être égal à 0. Ça, c'est faire le bilan d'énergie. Dans le domaine du logement, eh bien, l'isolation thermique des logements est un enjeu important actuellement en Europe. La température intérieure des logements bien isolés sera moins sensible aux variations de température extérieure que celle des logements mal isolés. Et donc voilà, ce qu'on veut faire pour le moment, c'est effectivement augmenter l'isolation des bâtiments dans lesquels on vit. Okay, pour avoir moins d'échanges de chaleur et en particulier moins de déperdition. Durant l'hiver principalement. Durant l'été, c'est d'empêcher qu'il fasse trop chaud à l'intérieur de la maison. Voilà. Bah écoutez, ceci termine les rappels sur ces transferts thermiques. J'espère que tout cela est clair. Et si c'est le cas, eh bien écoutez, vous arrêtez là. De toute façon, c'est fini. Et vous passez au quiz. Et là, dans le quiz, on va vérifier que tout effectivement a été bien acquis. A tout de suite pour le quiz.